Merci beaucoup d'être parmi nous à ce webinaire organisé par l'ANIVEN de France et l'IFEV. On a voulu faire un webinaire pour les spécifiques aux étudiants, donc à vous, hein, au lycée viticole de France. Et donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une cinquantaine, vous êtes un peu plus d'une cinquantaine d'étudiants à nous écouter sur un sujet assez technique, hein, puisqu'on va vous parler des clés de fonctionnement d'un vignoble en taille mécanisée. Vous avez dû en entendre déjà parler par vos professeurs. Il nous semblait intéressant de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats du savoir et des expérimentations que nous avons menées pendant 8 ans avec l'ANI Vin de France, donc qui est dédié à la production de vin de France, que l'IFV a mené sur des vignobles pilotes qui étaient en taille mécanisée. Et donc, ce qu'on va vous présenter là pendant une petite heure, ça va être les résultats de notre expérience sur ces vignobles à taille mécanisée et les résultats aussi d'expérimentation qu'ont mené nos experts de l'IFEV. Donc, ça va être un cours très synthétique sur le sujet, mais il ne faudra pas hésiter, par l'intermédiaire de vos professeurs, à nous poser des questions. Et on va faire ça en 4 chapitres. On va d'abord vous présenter les fondamentaux de la construction d'un rendement en vigne. C'est toujours important d'avoir en tête ce qui se passe l'année N-1 et l'année N, ce qui construit le rendement de la vigne, qu'on soit en taille mécanisée ou pas. Et c'est Thierry Dufour, qui est notre expert IFEV en agronomie viticole, qui va vous présenter ça. Et ensuite, Christophe Gaviglio, qui est notre expert en viticulture de précision, vous présentera les grandes règles si plus tard vous voulez mettre en place de la taille mécanisée sur votre vignoble, ou vous soyez amené à travailler sur des vignobles à taille mécanisée, qui va vous présenter les grandes règles à suivre quand on veut mener un vignoble à taille mécanisée. Sachant que l'objectif, vous l'avez vu avec ces 2 premiers points, quand on fait un vignoble à taille mécanisée, en général, l'objectif, c'est de faire des rendements plutôt élevés. Quand on parle de rendement plutôt élevé, on est entre 15 et 20 tonnes hectare. C'est-à-dire qu'on est entre 90 et 120, 150 hectolitres hectare. Et Thierry reprendra la parole pour vous parler de la gestion de la fertirrigation, qui est un élément important dans le cadre des vignobles à taille mécanisée. Alors, d'une part, l'irrigation et la fertilisation de la vigne, puisqu'on veut obtenir des hauts rendements. Donc, il faut savoir aussi maîtriser ce paramètre-là. Donc, en 10 minutes à chaque fois, on va vous présenter les grandes règles de ces éléments-là. Et ensuite, je vous ferai une petite conclusion sur les vins de France et le marché mondial des vins de France qui se situe entre les AOP et les IGP. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui à un webinaire spécial étudiant lycée viticole de France. Et donc, à chaque intervention de nos experts, vous avez Fanny Presman qui va intervenir après chaque intervention pour vous poser des questions. Vous aurez un quiz et l'ANIVEN de France récompensera le lycée qui aura eu les meilleures réponses à ce quiz, puisqu'on va vous faire envoyer ensuite des cartons de vin de France que vous pourrez vous distribuer ou déguster ensemble en classe avec votre professeur. Alors, juste pour information, voilà les lycées qui sont présents aujourd'hui, qui devraient être présents aujourd'hui au webinaire. Donc, vous êtes 8 lycées. Donc, je vous disais un peu plus de 70 ou 80 étudiants. Donc, à vous de bien écouter, d'essayer de répondre au mieux au quiz. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions ensuite, après chaque intervention euh, de nos ingénieurs, via vos professeurs. Posez-nous les questions qu'il faut avant de pouvoir répondre au quiz ensuite. Donc, pour commencer, on va attaquer cette présentation sur les fondamentaux de la construction du rendement. Et c'est Thierry Dufour qui va vous présenter ces fondamentaux pendant une petite dizaine de minutes. Et Maj, Bonjour à tous. voilà. Ouais, j'arrive. Donc là, vous voyez mon écran.
Faut que tu le mettes Oui, en- mais il faut que tu le Ok. changes parce qu'on voit la diapositive suivante. Faut que tu ailles dans afficher, dupliquer l'écran. C'est mieux? Parfait. Oui, parfait. Donc bonjour à tous, on va faire donc une première séance concernant donc ces fondamentaux hein, de la construction du rendement. Quand on parle de rendement, il y a différents types de vocabulaire qu'on peut employer. Donc j'attire votre attention sur ces différents types. Un rendement à la parcelle se mesure en tonnes de raisins qui vont être produits par hectare. Quand on parle de ce niveau de rendement, on fait appel évidemment au nombre de pieds réels qui sont présents sur la parcelle, par exemple, et pas à la densité théorique qui est installée. La deuxième façon de parler de rendement, c'est de parler du rendement de la souche. Donc là, on est en kilos par pied. Des kilos par pied, c'est un nombre de grappes qu'on va avoir sur le pied, c'est un poids moyen de grappes, et ça peut se faire par une estimation visuelle. Et puis après, il y a des rendements un peu plus officiels aussi. Hein. On a par exemple le volume de jus, donc des hectolitres par hectare. Donc ça, c'est généralement ce qui est utilisé. C'est souvent ce qui est pris en compte dans le cahier des charges de production. Attention à ce rendement-là qui est très employé, qui intègre également une notion d'extraction du jus par rapport à la quantité de raisin qu'il y a sur un hectare. On a l'habitude d'avoir un niveau associé à 130 kg de raisin pour faire 1 hectolitre de jus, mais en fait, ce rapport-là peut être extrêmement variable suivant les conditions dans lesquelles on va presser les raisins. Et puis, il y a des cas particuliers, la distillation par exemple, où là, on va parler de degrés par hectolitre. C'est-à-dire que là aussi, quelque chose qui est inscrit dans le cahier des charges, mais ce rendement-là fait appel à des notions à la fois de quantité, de volume, mais aussi des notions de maturité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand on parle d'un point de vue agronomique du niveau de rendement, on va parler de kilos de raisins qui sont produits par hectare. Alors, comment se décomposent maintenant ces kilos de raisins produits par hectare? Alors voilà, vous voyez, là vous avez deux possibilités. Vous avez ici le nombre de grappes par hectare qui va être multiplié par un nombre de baies qui sont sur la grappe et le poids moyen de la grappe. Autrement, on peut aussi l'exprimer en nombre de pieds qui sont présents à l'hectare, multiplié par le nombre de grappes par pied et par ce poids moyen de grappes. En fait, ce nombre de grappes par hectare, en fait, il correspond à un nombre de pieds par hectare, un nombre de rameaux qui sont présents sur chaque cep et un nombre de grappes qui sont présents sur chaque rameau. Là, on est dans un processus beaucoup plus physiologique. Voilà, un nombre de grappes par rameau, rameau par cep par hectare. Et puis, en ce qui concerne le poids de la grappe, c'est en fait un nombre de fleurs qui est présent sur une inflorescence associé à un taux de nouaison, c'est-à-dire le nombre de baies qui vont apparaître en fonction du nombre de fleurs présents, qui vont donner des baies, et après associé au poids moyen de la baie. Tout ça nous donne des kilos de raisin par hectare. Je pense qu'il faut garder bien en tête ce processus-là, parce que c'est comme ça qu'on explique le niveau de rendement. Alors, ce processus physiologique qui va construire le rendement, il est important de retenir qu'il y a 7 étapes qui constituent ce processus. Que ce processus, il court sur 2 cycles, hein, à cheval sur 2 cycles, l'année N-1 et puis l'année N de production du rendement. Chaque étape correspond à un moment précis du cycle, il peut être qui peuvent être plus ou moins longues. Le point important à retenir, c'est que ces étapes ne sont pas indépendantes,
et qu'il existe des phénomènes de compensation. Si une étape se déroule très favorablement, il est possible que l'étape suivante soit un peu plus limitée, voilà, et inversement. Donc ça, c'est des points importants. On va y revenir par la suite. Alors, quelles sont ces 7 étapes? Les voilà présentées ici sur les différents cycles, donc l'année N-1. Donc on va avoir une première étape qui va être une initiation et le développement des inflorescences, donc dans l'année N-1, qui vont se dérouler dans le bourgeon primaire. Cette étape, généralement, on dit que les grappes se différencient et se développent autour de la floraison. En fait, cette étape est un peu plus longue. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. Ça va aller jusqu'à l'arrêt de croissance, qui va se situer à peu près autour de la véraison. Et ces bourgeons qui se sont constitués à l'aisselle des feuilles du rameau de l'année N-1 vont rentrer en dormance pour passer l'hiver et débourrer l'année suivante. Cette dormance, elle est faite en 2 phases. Une première phase qui va qu'on appelle l'endodormance, qui va être levée par des conditions de froid, et puis après l'écodormance, qui est la deuxième phase, qui va entraîner le redéveloppement du bourgeon, la reprise d'activité du bourgeon une fois que la dormance est levée, et qui va commencer à entraîner le développement des grappes de l'année N. Voilà. Cette phase de développement des grappes, elle commence dans le bourgeon avant qu'il débourre, et évidemment, une fois que le bourgeon est débourré, donc là, on a le développement des inflorescences avec leur différenciation, jusqu'à la fécondation, jusqu'à la floraison et la fécondation et la formation des baies. Et ces baies vont se développer, puis vont se remplir, et on va arriver à la récolte. Donc voilà le processus. Chaque étape, je vous rappelle, chaque étape est indépendante, mais chaque étape entraîne la réaction de l'étape suivante. Voilà. Donc on va faire un focus sur quelques points particuliers. Cette première phase d'initiation et de différenciation, donc dans le bourgeon primaire, donc on a dit autour de la floraison. En fait, cette étape-là, elle est un peu plus longue. Elle commence autour de la floraison, mais surtout, elle commence autour de la floraison pour les premiers bourgeons qui sont dans le rang d'insertion. Après, lorsque la baguette et le rameau se développent, évidemment, les bourgeons qui apparaissent plus loin sur le bouton, évidemment, commencent cette activité physiologique plus tard. Et on peut considérer que jusqu'à 40 jours après la floraison, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la véraison, les grappes se développent dans le bourgeon. On a donc un phénomène qui est dépendant, évidemment des cépages. Tous les cépages n'ont pas la même fertilité intrinsèque. Point important, évidemment, le rang d'insertion. On voit bien, si on est à la base ou au bout de la baguette, ce n'est pas la même chose. Mais les conditions aussi climatiques et les conditions de température et d'éclairement du bourgeon sont très importantes pour le développement et la différenciation de ces inflorescences. En année période pré-estivale de floraison et pré-estivale fraîche et humide, on peut avoir une limitation du développement du nombre de grappes d'inflorescence, je veux dire, dans le bourgeon primaire. Voilà. C'est également dépendant de l'état nutritionnel de la vigne, et donc des conditions de sécheresse, des conditions de carence, azotée ou carbonée, si on est en faible vigueur par exemple, peuvent aussi limiter le développement de ces inflorescences. Autre phase, donc on passe les phases de dormance et de débourrement. L'autre phase sur laquelle je veux faire un focus, c'est à partir du débourrement, donc c'est le développement des grappes. Voilà. Donc le processus de développement des grappes de l'année N, donc commence un petit peu avant le débourrement, donc pendant la phase d'éco-dormance. Il est très important parce que lui, il va déterminer le nombre de fleurs qu'il va y avoir par inflorescence. Et il est très dépendant des températures, donc des conditions printanières de développement. Vous voyez ici qu'avec un delta de 4 degrés, en plus ou en moins, on peut avoir 30% de fleurs
de boutons floraux en plus ou en moins sur une inflorescence. Voilà. Une petite nuance, c'est pas plus il fait chaud et plus on aura de boutons floraux. On sent qu'on a une petite limitation. On a des travaux de recherche qui ont été menés qui montrent qu'effectivement, à 14 degrés, on développe plus d'inflorescences qu'à 11 degrés dans les mêmes conditions pour un même cépage. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits aux États-Unis dans des climats frais. Et les Australiens, en climat chaud, eux, ont montré que si on était plutôt à 18 par rapport à 14, eh bien, on était moins bien. Une des causes avancées par ces travaux-là, c'est de dire qu'en fait, une vigne qui subit des températures trop importantes, en fait, va plutôt favoriser sa croissance au détriment du développement des inflorescences. C'est donc une question de compétition pour le carbone et les nutriments. Voilà. Donc voilà pour cette étape. L'étape maintenant, très importante évidemment, de la floraison avec la fécondation. Voilà, on a deux phénomènes qui sont importants. Un phénomène mécanique, qui est ici le lâcher du pollen pour venir féconder. Donc ça, c'est complètement mécanique. C'est très dépendant des conditions climatiques. Vous voyez que vous avez d'abord un capuchon floral qui va se détacher. Si les conditions sont très humides, il peut rester collé et entraîner des avortements. Et puis, s'il pleut au moment où les étamines sont libérées, là aussi, on peut limiter les avortements. Mais il y a un deuxième phénomène qui est important à bien intégrer, c'est qu'une fois que le pollen féconde, il faut qu'il se développe, il faut qu'il se développe, enfin, il faut qu'il croisse et qu'il se développe pour pouvoir féconder l'ovule, d'accord? Et ces conditions-là sont aussi très dépendantes de la température des conditions climatiques du moment, mais également des conditions de nutrition, et notamment de présence de microéléments comme le bore ou le manganèse, ou d'azote. S'il y a trop d'azote, par exemple, on peut avoir encore une fois compétition, et la plante va favoriser sa croissance au détriment du développement du bourgeon, développement du pollen. Le taux de nouaison maintenant, le taux de nouaison, il est très dépendant des cépages, parce que chaque cépage ne produit pas le même nombre de boutons. On a des cépages qui ont plutôt tendance à couler, comme le grenache par exemple, ou le merlot, d'autres qui sont très, 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 très efficients à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a des phénomènes de compensation qui existent en fonction du nombre de fleurs qui sont présentes. Pour illustrer, je vous montre un exemple ici sur Colombard. Vous avez ici 3 niveaux de nombre de boutons floraux présents sur grappe. Vous voyez, autour de 200, autour de 300, plus de 400. Et si on regarde les taux de nouaison de ces différentes classes de grappes, donc petites, moyennes, grandes grappes, eh bien, vous voyez que vous avez des différences ici qui sont significatives. Un taux qui peut dépasser les 55% pour les grappes les plus faibles et un taux de 40% pour des grappes les plus élevées. On fait la dernière étape, l'étape de formation et de remplissage des baies. Donc là, évidemment, c'est une étape très très importante pour la construction du rendement. Sur cette première étape de développement des baies, le niveau d'eau et d'azote présent sur la parcelle peut entraîner un caractère irréversible du développement des baies et donc de la taille des baies et donc au final du rendement. Donc une attention particulière doit être portée à la nutrition et à l'état de confort de la plante menée quand on veut faire du rendement sur cette phase de développement qui va de la nouaison jusqu'à la fermeture de la grappe. Voilà. Là aussi, on a des phénomènes de compensation qui apparaissent. Ces phénomènes de compensation, plus on va avoir de baies, plus elles seront petites, moins on va avoir de baies, plus elles auront tendance à être grosses. Voilà, pour équilibrer un peu son développement. Alors, voilà résumé un peu les différents processus pour bien intégrer ça dans un objectif de maîtrise de la conduite de la vigne, pour avoir un vignoble productif. Mais attention, le rendement n'est pas suffisant. Dans la maîtrise de la conduite de la vigne, il faut toujours intégrer à la fois le rendement, la qualité, évidemment, et les coûts. Et voilà quelques niveaux possibles de paramètres à maîtriser pour contrôler ces différents aspects.
Et pour faire la transition avec la présentation suivante, évidemment, c'est maintenant, on a aussi un levier pour pouvoir maîtriser cette production avec la mécanisation qui va jouer sur les coûts de production. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première intervention. Et maintenant, place aux premières questions. On peut peut-être saluer le lycée de Beaune aussi, qui est arrivé en cours de route. Alors, juste pour le lycée, vous rappelez que à chaque intervention, on va avoir des questions qui vont vous être posées par Fanny Pressman. Et il y a quelques petites bouteilles à gagner, puisque vous êtes lui lycée là, en direct au webinaire. Alors, vas-y Fanny, pour les premières questions liées à l'intervention de Thierry. Oui, alors, il vous faut vous connecter sur Internet, il vous faut aller sur www.menti.com. Donc, vous l'avez en haut de la slide, là. Quand vous êtes là-dessus, ils vont vous demander un code. Il faut saisir le code en haut, ou alors, plus simple, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez à l'écran. Comme ça, vous arrivez directement sur la page du quiz. Quand vous arrivez sur la page du quiz, identifiez-vous bien avec le nom de votre lycée et sa localisation pour qu'on puisse vous identifier. Et attention, une seule connexion par lycée. Donc, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient connectés, je pense, pour problème de connexion de la salle. On n'attend qu'une seule réponse par classe. Donc, le mieux, c'est peut-être que le professeur réponde, lui, en prenant en compte l'avis de ses élèves. Alors, Emma, je ne sais pas s'ils ont la possibilité de faire des réactions, d'envoyer des petits pouces pour dire si c'est OK ou pas. Oui, normalement. Oui, oui. Ah, bon, j'ai parlé trop vite parce que il y a 22 joueurs là. Oh, mais vas-y, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas On grave. cumulera. Voilà, il y en a 25 là, c'est bien. Bon, alors, vous êtes prêts? Attendez, il y a un bug. Alors, il y a plus de points si vous répondez rapidement. Première question. Combien d'étapes dans le processus de construction du rendement chez la vigne? 4, 5, 7 ou 9? Vous avez 30 secondes pour répondre à la question. Non, ça ne marche pas? Si. Ah si. Donc, il y en a 13 qui ont donné la bonne réponse. Bravo. Allez, on passe à la question suivante. Les inflorescences de la vigne commencent à se développer dans les bourgeons, au débourrement, à la véraison, après la récolte de l'année précédente, entre la floraison et la véraison de l'année précédente. Ça, c'est pas top, ça. Bon, on ne voit pas la réponse parce que ça a bugué, mais je pense que c'est enregistré. Question Alors, 3. quelle était la réponse, Monsieur Dufour? Thierry, quelle était la réponse? La réponse, c'était la 4. Entre la nouaison et la véraison de l'année précédente. Voilà. Question 3. Oh là là, mais ça fait que bugger.
Il y a écrit quoi? Ah ben voilà. Non, mais parce que ça, je ne sais pas pourquoi ça. Alors, question 3. Quels facteurs peuvent affecter la qualité de la floraison? Les conditions climatiques, l'état nutritionnel de la vigne, les deux ou aucun des deux? Facile. Si tu actualises, ça fait quoi? Ben, je ne sais pas pourquoi ça. C'est bizarre. Donc, c'était les deux. Question 4. Plus le nombre de boutons floraux sur une inflorescence est important, plus le taux de nouaison risque d'être diminué, le taux de nouaison risque d'être élevé, le rendement sera élevé, le millésime sera précoce. Il va me la faire à chaque fois. Bon, il ne veut pas me présenter le résultat. La réponse était, Thierry? La réponse 1. Et enfin, dernière question. En phase de formation des baies, un déficit hydrique aura un effet irréversible sur la taille de la baie, pas d'effet particulier, limitera le nombre de grappes par pied, limitera le nombre de feuilles par pied. Ah ben là, on arrive à voir les réponses. Bon, eh ben, tout le monde a donné la bonne réponse. Alors, voilà, là, on a notre tableau pour savoir qui c'est qui est en tête pour l'instant. Donc, c'est le CFA. Ah, non, ça bouge, on attend un peu. C'est le CFA de Narbonne qui a plus de points. Qui a une petite longueur d'avance. Voilà. Donc, à suivre avec la suite de la présentation. On va donner la parole maintenant à Christophe Gaviglio, qui est donc notre expert mécanisation du vignoble et qui va donc faire un focus sur ce système de conduite assez particulier qui est la taille mécanisée et de voir, par rapport à ce que vient de vous dire Thierry, comment faire en sorte de maîtriser les rendements, les hauts rendements et les règles à suivre pour ne pas faire d'erreurs ou abaisser trop les rendements sur ce type de taille. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je vais aborder tout ça, tous ces sujets en lien avec donc les hauts rendements et les vignobles à taille mécanisée, avec une approche machine. Et je suis en plein écran. Non? Non, là, c'est pas à plein écran. D'accord. Alors, on y revient. Donc là, on n'est pas en plein écran. Et là, tu peux me confirmer là? Non, non, ça n'a pas changé. Ça, ok. Désolé pour l'inconvénient. Si tu vas en bas, tu peux pas mettre en mode diapo, tout en bas. Ben si, c'est ce que j'ai fait. En bas à droite. Oui, c'est ce que tu as fait, mais ça se. Bah attends. Ça c'est pour moi.
Ça me dit que ça Parce que partage. tu as 2 écrans, non? Non, j'en ai qu'un là. Je peux mettre le plein écran, moi, si tu veux. Ouais, Attends, je vais voir. je désigne Eric comme un présentateur. C'est bon, Christophe? C'est bon pour moi. Ouais, ça marche. Bon, merci. Donc, on va pouvoir aller à la diapositive suivante et on va pouvoir parler un petit peu du contenu de cette présentation. Donc, un vignoble à taille mécanisée, qu'est-ce que c'est en fait, hein? On parle de l'optimisation d'un système en ligne fait vraiment pour la mécanisation et on pourrait rajouter pour les hauts rendements pour faire le lien bien sûr avec la présentation de Thierry tout à l'heure. Donc, dans cette présentation, je vais aborder le principe, je vais parler des contraintes, de ce qu'il faut éviter et donc de tout ce qu'il faut faire dès le début, en fait, dès l'établissement en fait, du vignoble pour optimiser chacun de ces points. Et vous verrez en fait que un vignoble à taille mécanisée, en fait, c'est pas juste une simplification d'un mode de taille classique. C'est vraiment une somme de détails et une somme en fait de savoir-faire assez technique pour que l'ensemble fonctionne du mieux possible. Diapositive suivante. Donc le principe, on parle bien d'une mécanisation poussée de la conduite de la vigne, en commençant par la taille, et effectivement on va focaliser sur la taille mécanisée aujourd'hui, dans l'objectif de limiter tous les travaux manuels, y compris la reprise manuelle de la taille de la vigne. Alors bien sûr, dans ces systèmes à taille mécanisée, on ne supprime pas complètement la reprise manuelle, mais l'objectif, c'est d'en limiter vraiment le temps, et donc de baisser les coûts, puisque vous le savez certainement, la taille hivernale, c'est un des principaux postes de charge en main-d'œuvre dans le travail de la vigne. Donc limiter la reprise manuelle et optimiser la régularité dans le travail. Alors ça facilite la reprise manuelle, si faible soit-elle, mais ça facilite surtout le travail des machines. Et ça, c'est très important dans un système à taille mécanisée, puisque quand les machines fonctionnent bien, le travail est régulier, c'est facile pour le chauffeur, on peut aller plus vite aussi, et c'est un petit peu ce qu'on cherche dans ces systèmes très optimisés. Diapositive suivante. Quelles sont les contraintes d'un tel système? Et là, on commence par la charge, hein, puisque l'objectif, c'est de faire du rendement. L'objectif même économique associé au vignoble à taille mécanisée, c'est de faire du rendement avec très peu de charge en fait, de production. Et donc, c'est comme ça qu'on va trouver un équilibre économique. Donc, qui dit une charge importante, dit des contraintes physiques importantes sur ce qui soutient la charge, à savoir le fil porteur, les piquets, le palissage. Hein. Donc ça, c'est un enjeu important de préparer le vignoble à cette charge, d'autant que les rangs dans ce type de vignoble vont être plutôt longs. Il y a un intérêt évident à avoir des rangs longs quand on a un système très mécanisé, c'est que moins il y a de manœuvres, de demi-tours avec les différentes machines qui vont passer, plus on va gagner de temps. Dans des rangs très courts, vous imaginez le temps perdu en manœuvre à chaque fois. Inversement, si vous avez 400 mètres de bambou, 400-500 mètres, eh bien, forcément, vous optimisez le temps passé avec les machines. Et la conséquence de tout ça, c'est que eh bien, la tension sur toute la longueur des rangs, elle est très importante. Donc ça accentue encore une fois le besoin de mettre en place un palissage très adapté et renforcé pour soutenir cette charge. Ce qui joue aussi dans cette charge, c'est le vieillissement du cordon qui va évoluer assez différemment de l'évolution qu'on peut observer sur des modes de taille plus classiques comme le cordon ou le guyot. On va avoir un écartement en général. Bien sûr, on va établir tout ça en pensant au débit de chantier. Hein, je refais référence un petit peu aux manœuvres, à la longueur, etc. Et puis éventuellement, dans l'établissement du vignoble, aussi garder une possibilité de travail intercept pour s'adapter aux évolutions et aux restrictions sur l'usage des herbicides. Diapositive suivante. Alors, une fois tout ceci posé, comment préparer la parcelle pour optimiser la production et le travail des machines?
Il y a 3 points et on va focaliser essentiellement sur les 2 premiers, c'est-à-dire sur le palissage et la taille de formation. S'il y a des questions sur les machines, je pourrais en dire 2 mots, mais les machines, elles sont assez basiques et je vais simplement éluder le sujet très vite maintenant en disant que plus la machine est automatisée, plus il y a des chances que son travail soit précis et plus il y a des chances qu'on puisse aller vite aussi avec les machines. Et la contrepartie, c'est que c'est une machine plus chère, une machine beaucoup plus simple qui aurait seulement des barres de coupe ou des scies circulaires avec un ajustement manuel. Mais qui dit ajustement manuel dit aussi vitesse limitée et fatigue du chauffeur. Donc les 2 points précédents sont les plus importants et vont faciliter le travail des machines vraiment. Le palissage, pour ce qu'on a dit sur la charge, la tenue, la régularité de l'alignement et la taille de formation qui va permettre de limiter les interventions manuelles tout au long de l'année et qui va participer grandement aussi à la tenue mécanique physique d'un pied sur l'autre. Ça va aussi jouer sur l'homogénéité de la production, vous le verrez avec des illustrations. Diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut éviter dans un système où les machines passent souvent près des pieds de vigne et avec des outils très agressifs en fait, parce qu'il va falloir couper du bois régulièrement. Il faut éviter que ça se torde, il faut éviter que ça se plie, il faut éviter d'avoir ces effets de vague. Il faut éviter voilà, tous les phénomènes qui vont finalement exposer la vigne, c'est-à-dire l'outil de production, aux organes de coupe des machines qui sont très agressifs. Donc on va tout faire en sorte pour limiter en fait le phénomène que vous pouvez voir sur les photos, qui est de 2 ordres. Hein. Vous pouvez avoir cet effet de vague en hauteur, et puis aussi vous pouvez avoir un décalage sur le côté des pieds de vigne. Et dans les 2 cas, en fait, on a une exposition aux organes de coupe. Diapositive suivante. Donc on va s'appuyer pour éviter tout ça sur un palissage à la fois costaud et régulier. Ce qui veut dire qu'on va travailler au niveau des amarres, de la tension du fil porteur, de la nature du fil porteur même. On va prendre quelque chose de diamètre très important par rapport aux vignes classiques. On va travailler sur les piquets, leur alignement, leur tenue latérale, la résistance physique, le nombre de piquets intermédiaires aussi. Hein. Là, c'est pas écrit, mais retenez-le, on est sur entre 4 et 5 pieds de vigne entre les piquets intermédiaires sur le rang, contre 6 ou 7 dans des modes de conduite beaucoup plus classiques. Donc on resserre les piquets entre eux pour mieux supporter la charge qui va avec ce mode de production. On va travailler sur les tuteurs aussi, tout ce qui va permettre d'éviter la torsion, la courbure vers l'intérieur et tout ce qui va permettre finalement de renforcer la cohérence physique, la tenue de l'ensemble. Et le fil porteur, j'en ai parlé, avec des diamètres importants. Donc au niveau de l'ancrage, eh ben, voilà, on va avoir des systèmes qui ressemblent à ça, avec des éléments très costauds, quelques règles un petit peu géométriques que je vous mets ici par rapport à l'obtention d'une bonne tension et d'une bonne tenue en fait des ancrages qui sont dans le sol. Donc on va avoir aussi des amarres avec des disques de diamètre plus importants que ce qu'on a sur des vignobles plus classiques. Diapositive suivante. C'est vraiment de l'illustration et donc je passe rapidement, mais voilà un petit peu ce qu'on veut éviter au niveau des piquets de tête. Hein. Vous voyez que on a le fil porteur qui n'est pas strictement aligné avec le milieu du piquet, donc ça va créer une torsion sur le piquet. Cette torsion, elle va induire un petit peu des écarts latéraux qui rendent le travail des machines plus compliqué, évidemment. Diapositive suivante. Pour résoudre ça, on peut faire appel à du matériel beaucoup plus costaud, beaucoup plus favorable à la résistance mécanique et à l'alignement. Donc là, vous voyez, c'est une poutre, un IPN. Donc on peut tenir des charges très importantes avec ce type de matériel, jusqu'à 40 tonnes par hectare. Mais par contre, on a un coût très élevé à l'installation du vignoble, puisque on est à 18 € le piquet. Donc vous pouvez imaginer le coût de l'installation pour 1 hectare. Diapositive suivante. Un autre exemple de piquet de tête. Hein. Alors, voilà, c'est un fort diamètre, un perçage vraiment bien centré, et puis une mâchoire conique qui tient le fil dans la fixation.
Diapositive suivante. Pour ce qui est des piquets intermédiaires, ce qui va être important, c'est la tenue latérale. Une fois qu'on a quelque chose de bien costaud en début de rang, pour toute la suite, tout le long du rang, il faut privilégier une certaine longueur pour pouvoir enfoncer les piquets intermédiaires vraiment de façon importante et garantir leur tenue latérale. Et puis ce qui va jouer énormément aussi, et que vous voyez déjà en haut de l'image, c'est la cohésion entre le piquet intermédiaire et la fixation du fil porteur. On est dans un système à port libre, donc il n'y a pas de releveur, et tout voilà, repose sur cette fixation pour tenir l'ensemble. Diapositive suivante. Entre les piquets intermédiaires, bien sûr, vous avez les tuteurs à chaque pied qui vont jouer un rôle important aussi, surtout en début de vie du vignoble, hein, avant vraiment le vieillissement du cordon et l'épaississement des pieds, hein, des troncs. Donc ce qu'on conseille, si on doit mettre des tuteurs métalliques, c'est de partir sur des diamètres minimum de 8 mm, qui sont beaucoup plus rigides et qui vont permettre une meilleure tenue de l'ensemble par rapport à des tuteurs beaucoup plus classiques en 6 mm. Ça, c'est des enseignements d'expérience, un petit peu des pionniers de cette technique qui ont essayé beaucoup de choses et sur lesquels on a pu avoir beaucoup de retours d'expérience. Et sur cette diapositive, vous voyez que la fixation des tuteurs au fil porteur a un rôle extrêmement important également, comme la fixation des piquets intermédiaires au fil porteur. Parce qu'avec dans ce cas de figure, une fixation trop faible, on va avoir la charge qui fait baisser le cordon, et donc il faut relever la machine pour tailler, pour éviter, dans ce cas de figure, avec un tuteur fer, bien finalement d'abîmer la machine de coupe sur le fer qui dépasse. Alors bien sûr, on peut imaginer avoir des tuteurs aussi, des tuteurs en bambou par exemple, qui sont rigides aussi, et qui ne présenteront pas cet inconvénient, puisque eux, ils peuvent être coupés sans problème par les machines de taille mécanique. Diapositive suivante. Vous avez ici d'autres illustrations de la manière dont on peut assurer finalement le maintien au bon endroit du fil porteur sur les piquets, avec des pièces qu'on peut rajouter. Ça dépend vraiment de la nature des piquets, et donc il y a un certain nombre d'astuces qui sont différentes. Voilà, si vous avez des piquets type cornière, c'est pas pareil évidemment. Mais donc c'est pour vous présenter le fait qu'il y a vraiment un équipement spécifique dédié à ce mode de conduite sur le marché, avec différents systèmes plus ou moins ingénieux et qui vont demander plus ou moins de main-d'œuvre pour leur mise en place sur le vignoble, puisque en fait on fait vraiment un investissement sur le futur quand on installe un vignoble comme ça, et on a envie que ça tienne longtemps. Donc en résumé, il faut des rails droits et forts. C'est un petit peu comme un pont suspendu, mais sans les haubans. Et donc, ça implique qu'il y a des contraintes très fortes ailleurs, sur les piquets de tête, sur les piquets intermédiaires, sur chaque pied au démarrage, etc. Tout ça va jouer sur la performance des machines, je l'ai expliqué, hein, puisque moins il y a de déviations, plus c'est facile de faire passer une machine rapidement. Et ça va jouer aussi sur la régularité de la production. On va le voir dans les diapositives d'après, sur la façon dont on ajuste justement la taille de formation à cet ensemble très, très droit et très rigide. Diapositive suivante. Donc dans la taille de formation, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui est important. Déjà pour obtenir de la vigueur, parce que obtenir de la vigueur, ça permet d'avoir des sarments longs pour construire et préparer ce cordon unilatéral libre que vous avez commencé à voir un petit peu sur les images, et préparer la mécanisation, pour éviter de le faire en plusieurs étapes. Hein. Je vous montrerai aussi que c'est possible de le faire en plusieurs étapes. Mais bon. Et puis dans la taille de formation, on va regarder les erreurs à éviter, parce que si on fait des erreurs qui paraissent légères au démarrage, et ben en fait on va perdre beaucoup de temps les années suivantes à réparer ou à corriger. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps à toutes les étapes.
Et puis, préparer encore une fois la régularité de la production, le long du rang, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il faut au niveau des pieds et des cordons? Il faut un pied très droit, bien attaché, si possible pas enroulé autour du tuteur, parce que là aussi, les retours d'expérience de certains producteurs, c'est que si on enroule le pied autour du tuteur, on va avoir un effet ressort avec l'accroissement du pied de vigne, et donc on va avoir un écartement latéral, un petit peu des spirales autour du tuteur, donc si possible, c'est à éviter. Là aussi, il y a différents retours d'expérience, certains en sont satisfaits, mais on a aussi ce risque d'élargissement sur le côté. Sur le pied très droit, un éborgnage définitif si possible. J'y reviendrai, je vous montrerai quel type de sécateur on utilise pour l'éborgnage définitif. Et puis on va se poser la question de la hauteur d'établissement. Et là, on peut avoir différentes entrées en fait, pour définir la hauteur d'établissement des pieds, donc la hauteur du fil porteur. Pardon. Soit une entrée ergonomique pour une reprise à pied avec un sécateur à une main, donc entre 80, alors c'est pas 0,80 cm, hein, c'est 0,80 mètres, donc bien 80 cm, 90 cm de haut. Si on a une entrée ergonomique embarquée, alors par embarquée j'entends que les opérateurs qui sont chargés de la reprise manuelle sont sur une remorque derrière le tracteur qui porte la machine de taille aussi, eh ben, on va être un petit peu plus haut, il faudra être à environ 1,30 m. Ça, c'est une façon en fait d'avoir une vraie maîtrise sur la durée du chantier, puisque finalement, les tailleurs, ils avancent à la vitesse de la machine. Et donc, quand la machine a fini, tout est fini. Et puis, il y a une entrée un petit peu habituelle, économique. Si on ne veut rien changer, ben, on reste autour de 60 cm, en tout cas dans les lignes larges, mais c'est beaucoup moins ergonomique, vous le comprenez aisément. Diapositive suivante. 3 principes. Un cordon unilatéral entouré sur le fil allant jusqu'à l'autre pied. C'est vachement important sur le démarrage en fait. Le démarrage, si on veut aller rapidement sur ce cordon unilatéral enroulé sur le fil qui va jusqu'à l'autre pied, il faut prévoir de fournir à manger à la vigne et donc d'avoir beaucoup de vigueur. Et ça, c'est la fumure de fond qu'on met au démarrage qui va permettre d'obtenir des pieds vigoureux. C'est aussi le matériel végétal, évidemment, hein. Des sarments vigoureux en fait, qui vont permettre d'aller rapidement s'enrouler autour du pied suivant pour garantir cette cohésion d'ensemble dont on a beaucoup parlé. L'éborgnage définitif de la zone de courbure, pas seulement le pied, mais aussi la zone de courbure que je vais vous montrer, pour éviter d'avoir des départs sous le fil porteur qui ne seront jamais pris par les machines. Donc simplification. Et attaché sur le cordon suivant, c'est impératif. Donc, on va voir ça en image sur les diapositives suivantes. Voilà le démarrage. Si on n'a pas assez de vigueur dès le démarrage, on va faire une reprise à 2 yeux. Hein, diapositive suivante. Si on n'a pas la vigueur nécessaire pour aller sur le pied suivant dès la première année, eh ben, c'est pas grave. On peut s'arrêter un petit peu en dessous du fil porteur. Et puis l'année suivante, diapositive suivante, voilà, récupérer un sarment suffisamment long pour aller sur le pied suivant et avec un petit peu d'enroulement, s'attacher au suivant pour conserver voilà, une rigidité d'ensemble. Diapositive suivante. Ce sécateur un petit peu barbare, c'est celui qu'on utilise pour faire l'éborgnage définitif. Il est à lame plate et donc il permet en fait sur le tronc et dans la zone de courbure d'éliminer les bourgeons et donc d'obtenir voilà, le résultat suivant. Et vous voyez qu'il y a une cicatrice qui montre qu'on a éliminé tous les bourgeons de la couronne aussi. Et donc il n'y aura plus jamais de départ de sarment là où on a fait cet éborgnage définitif. Donc gain de temps sur les cancrages souches et limitation des départs de sarment sous le fil porteur pour que la machine fasse un travail seulement sur ce qui est au-dessus. Et donc limiter aussi la reprise manuelle sous le fil porteur, qui est très pénible. Diapositive suivante. Voilà, l'attachage. Pourquoi on met des liens souples, de préférence comme ceux qui sont ici sur la diapo? Un lien souple, c'est super intéressant parce que ça va grossir avec le grossissement du cordon. Donc pas d'étranglement.
Diapositive suivante. Le fameux rayon de courbure qui est important. Alors pourquoi? Parce que si on était parti à angle droit, et ben en fait on aurait potentiellement fait une crosse avec finalement le développement du pied de vigne d'année en année. Si on a fait un angle droit, on a un risque d'avoir une crosse au-dessus du fil porteur et donc l'exposition finalement du vieux bois aux organes de coupe de la machine. Donc on essaye dans le montage du pied d'avoir au minimum 25 cm verticalement et horizontalement pour ce rayon de courbure, et vous voyez qu'on éborgne définitivement sur les rayons de courbure jusqu'au premier bourgeon même qui est sur le fil. Diapositive suivante. Voilà l'exemple d'une crosse en fait. Hein. Donc là il doit y avoir une petite animation si on reclique. Vous voyez, c'est assez visuel. Voilà. En pointillé, vous avez la ligne de passage de la machine. Et forcément, la crosse, puisque là, vous voyez qu'il n'y a pas de rayon de courbure, et ben, elle est tout de suite très exposée. Et donc, si on veut éviter de blesser les pieds, on a tendance à remonter la machine. Si on remonte la machine, ça veut dire qu'on laisse beaucoup plus de bourgeons sur la ligne. Ça veut dire qu'on a moins de maîtrise sur la charge en bourgeon. Alors, on est quand même sur des niveaux de charge en bourgeon sur ces systèmes-là, quand même entre 50 et plus de 100 bourgeons par souche, quand même. Diapositive suivante. Là aussi, on doit avoir quelques petites animations en cliquant pour vous montrer. Alors, elle est pas mal en fait cette image parce qu'elle vous montre donc, une machine de taille sur un système à taille mécanisée, donc qui passe très très près d'un cordon. Il n'y a pas de fil releveur. Il y a pas mal de choses qui sont très bien, et il y a aussi quelques petites erreurs qui sont faites en fait parce que il y a des habitudes de taille qu'on a du mal à abandonner. Il y a des coursons de rappel en fait là, mais les coursons de rappel sur des lignes à taille mécanisée, ça sert à rien, et surtout c'est très préjudiciable parce que ça va faire des départs de végétation, ça va prendre de la vigueur en dessous, alors que nous, ce qu'on veut dans un système à taille mécanisée, c'est que toute la vigueur, elle soit au-dessus du fil porteur. Okay. Diapositive suivante. Là aussi, il y a une petite animation pour vous montrer voilà, l'effet de laisser en fait des départs sur la zone de courbure ou sous le fil porteur. Vous voyez le bourgeon là qui est juste en dessous du fil porteur et qui a donné un énorme sarment là. Ben, pourquoi c'est normal, hein, il est dans l'alignement du pied et donc c'est lui qui va prendre le maximum de vigueur. S'il prend beaucoup de vigueur, ça veut dire que les sarments qui sont un peu plus loin sur le pied de vigne, là, qui est bien enroulé sur le fil porteur, et ben, ils sont beaucoup plus chétifs que celui qui a pris toute la vigueur au démarrage. Alors, si lui n'y était pas, et ben, on aurait quelque chose de beaucoup plus homogène sur toute la longueur. C'est ce qu'on cherche quand même, hein, d'obtenir de l'homogénéité de la production sur toute la longueur, plutôt que d'avoir quelque chose qui est focalisé voilà, vraiment sous le pied de vigne. Donc ça, il faut l'éviter si possible. Et donc, c'est du travail de préparation. Donc, ce qu'il y a à retenir au travers de toute cette présentation, qui est assez synthétique même, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements et de technicité qui sont nécessaires au départ pour avoir un système plus facile à gérer ensuite. Et donc, les machines les plus simples et les moins chères, elles sont utilisables dans les situations les plus simples et les mieux implantées. Bien sûr, les machines les plus chères et les plus complexes avec des et des automatismes vont aussi être beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus rentables dans les situations les plus simples. Enfin, n'oublions pas que la rentabilité repose aussi sur l'aspect agronomique et donc sur le rendement, comme l'a précisé Thierry. Et donc, on va avoir d'autant plus de facilité à agir sur la régularité de production et la quantité de production si on a un système qui est bien implanté et sur lequel on peut agir facilement. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. On va pouvoir passer au... Ben, merci Christophe pour cette présentation. On voit que c'est très technique, hein. Donc c'était très pratico-pratique ce qu'on vous a présenté là. Et on va refaire une petite session de quiz, alors si vous le voulez bien. Fanny, je te redonne la main.
Ouais. Alors, donc normalement, vous pouvez réutiliser le même lien que tout à l'heure si vous êtes toujours connecté. Sinon, vous pouvez vous reconnecter toujours en utilisant le code qui est en haut de la diapo. Du coup, je ne sais pas si c'est bon. On va essayer. Alors, je passe à la question suivante. Ah, il y en a 7. On va attendre un peu. Ben, 7, c'est peut-être bon, non? Là, il y en a 9. Ah, il y a plus de joueurs que de classes. Oui, parce qu'il y en a qui jouent C'est en bien, c'est bien, c'est individuel. bien. Ouais, c'est très bien. Bon, ok, on en a 12. Alors, première question. Pourquoi renforcer le palissage en VIE? Ça fait plus joli, ça permet de supporter la charge en raisin ou ça coûte plus cher? Voilà, vous avez été rapide, hein? Là, C'est facile. Christophe, il a été gentil, là, pour l'instant. Ça permet de supporter la charge en raisin. Question suivante. Quel est l'avantage de l'éborgnage définitif? Limiter la production ou supprimer les départs de peintre et limiter le temps de travail? Bon, il me refait le même problème. Quelle était la réponse, Christophe? Limiter le temps de travail. C'était la réponse 2. Question 8. Ah ben voilà, là il me le met. Donc c'était la réponse 2. Supprimer les départs de peintre et limiter le temps de travail. Question 8. Oh. Lors du montage des pieds en cordon, vaut-il mieux faire un angle droit entre le tronc et le fil porteur ou faire un rayon de courbure? Tout le monde a voté rapidement. Bravo. Ouais. Donc c'était faire un rayon de courbure. Question suivante. Pourquoi est-il important de supprimer les bourgeons, les départs de rameaux, sur le rayon de courbure, donc sous le fil? Pour des raisons esthétiques, pour la régulation de la vigueur et de la charge sur le cordon, pour éviter la casse de courbure ou pour faciliter le passage des machines? Donc c'était pour la régulation de la vigueur et de la charge sur le cordon. Bravo à ceux qui ont bien répondu. Question 5. Quel est l'avantage du port libre sans relevage? Économie de palissage et de main-d'œuvre, possibilité de retournement du cordon ou liberté de mouvement?
Voilà. Donc, c'était économie de palissage et de main-d'œuvre. 9 bonnes réponses. Question suivante. Donc là, il y a 8 questions hein, sur cette partie. Quel est l'inconvénient du port libre sans relevage? Aération du feuillage, peu adapté au cépage à port retombant ou peu esthétique. C'était peu adapté au cépage à port retombant. Bien. À quelle vitesse peut-on travailler avec une tailleuse sans automatisme? À 8 km/h, à 4 km/h, à 1 km/h. On l'a voté. Ah, eh ben c'était à 1 km/h. Alors là, Je n'avais pas donné les réponses dans la présentation, mais je voulais savoir un petit peu le niveau de perception par rapport à ce sujet. Et effectivement, Ah. c'est plus lent que ce qu'on pense. tu veux développer un peu? Bah, disons qu'on travaille vraiment très près du cordon et sans automatisme, c'est le chauffeur qui ajuste en permanence la hauteur et la largeur de la machine. Il doit à la fois conduire le tracteur et positionner la machine. Voilà, c'est compliqué. Question suivante. À quelle vitesse permettent de travailler les automatismes sur les machines de taille? Donc, à contrario, quand on a le système automatisé. 2,5 km/h, 5 km/h ou 12 km/h. Donc, c'était 2,5 km/h. En effet, donc on peut accélérer, mais dans une certaine limite, parce que il y a quand même une densité de bois à couper et il y a une limite physique à la capacité des machines à absorber ça. C'est pas seulement une prétailleuse, c'est on coupe aussi du bois un peu plus épais. C'est pour ça qu'on est limité à cette vitesse. Et alors, voyons où on en est un peu des scores. C'est serré. C'est très serré. Bon, le CFA Narbonne toujours en tête. C'est serré. Bon, il reste encore 2 manches hein, pour remonter au score. Donc là, on a vu un aspect hein, de cette taille mécanisée, de la maîtrise de la taille mécanisée. Maintenant, on va voir un autre aspect de ce type de vignoble où on va chercher quand même des rendements un peu élevés. C'est l'aspect de la fertilisation et de l'irrigation. Et bien évidemment, si on peut les coupler, c'est encore mieux. Donc, on va redonner la parole à Thierry, qui va nous présenter son savoir et puis les résultats d'expérimentation obtenus ces dernières années. Bonjour, on part sur la fertirrigation. Si ça fonctionne. On t'entend mal, Thierry, là. Thierry, on t'entend mal. Oui. Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Donc, au niveau de la fertirrigation, qu'est-ce qu'on entend par fertirrigation? On entend évidemment la pratique qui permet d'apporter de l'engrais à la culture en utilisant le système d'irrigation qui peut être en place sur la parcelle. L'intérêt principal de la fertirrigation, c'est d'optimiser le processus pour piloter les besoins de la vigne, à la fois pour l'eau et pour les nutriments. En présence d'eau, l'apport des nutriments va être plus assimilable par la plante.
Et puis également, il y a la possibilité de fractionner ces apports et de les réaliser au moment où la plante en a le plus besoin. Donc, avec cette technique, plus de précision pour corriger des carences ou optimiser un élément ou un ensemble d'éléments nutritionnels. Avant de se lancer dans la pratique de la fertirrigation, il est toujours, pareil, important de bien maîtriser l'ensemble des objectifs de production que l'on veut mettre en place en termes de rendement et de qualité, d'intégrer évidemment à la réflexion le matériel végétal que l'on va utiliser, le moment où on va réaliser ces apports, hein, le stade phénologique, les besoins au moment du stade phénologique, évidemment l'environnement de la parcelle, donc le sol, la topographie, le climat, un ensemble de facteurs agronomiques, le type de parcelle, la densité de plantation par exemple, et évidemment le type d'irrigation également, est-ce qu'on est en irrigation aérienne ou enterrés, hein, qui peuvent avoir également des effets sur la stratégie que l'on va adopter. Dernier point également très important, s'adapter à la réglementation, hein, quand est-ce que l'on peut irriguer ou pas, et puis est-ce qu'on a l'accès à l'eau en fonction de la façon dont on dispose de l'eau. Si on a un abonnement auprès d'un fournisseur, évidemment, c'est à quel moment on a cette eau et en quelle quantité, avec quel débit et quelle qualité. Les points hein, pour réaliser la fertilisation, évidemment, le premier et le plus important, c'est de maîtriser le fonctionnement de son installation d'irrigation. Hein, vous voyez ici, je vous ai mis un compteur d'eau, hein, savoir exactement les volumes qu'on applique sur la parcelle. Évidemment, c'est un point essentiel. Estimer les besoins en fonction de la qualité de l'eau que l'on va avoir, du type de sol et du type de production. Et puis après, il y a toutes les opérations de réalisation, c'est-à-dire comment on prépare la solution mère, qui est la solution en fait dans laquelle on va solubiliser l'engrais et qu'on va injecter dans le réseau. Voilà. Et comment on injecte cette solution dans le réseau. J'insiste sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau se mesure avec son niveau de dureté, donc la présence de calcium, hein, de carbonate de calcium dans l'eau, son pH, le niveau d'acidité, son niveau de salinité, et puis également la présence d'éléments biologiques, hein, comme des algues ou des micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau que l'on va utiliser pour l'irrigation. À chaque fois, hein, la maîtrise de cette qualité entraîne des risques associés plus ou moins importants hein, pour la production. Et donc, il est très important de mesurer cette qualité de l'eau. Il y a des outils faciles qui sont disponibles, pH-mètre, conductimètre, qui renseignent de cette information. L'autre point important pour maîtriser la qualité de l'eau, et à prendre en compte, évidemment, c'est la filtration. En fonction de l'origine de l'eau, on a différents types de filtres qu'on peut utiliser seuls ou associés. Un filtre à sable suivi d'un filtre à tamis, par exemple, propose de très bons résultats pour filtrer l'eau. Et également, à raisonner en fonction du système d'irrigation qu'on utilise, à renforcer si on a un système enterré, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait par rapport au risque de colmatage. Et puis, évidemment, de prendre en compte le fait qu'on peut avoir donc de la biomasse microbienne qui s'agglomère et qui va colmater le réseau, et que cela peut être renforcé par la présence des nutriments et des fertilisants que l'on va utiliser, parce que cette biomasse microbienne va adorer consommer l'azote ou le potassium présent dans la solution. Donc tous ces éléments à prendre en compte pour réaliser une bonne irrigation fertilisante. Dans la mise en œuvre de la fertirrigation, donc je vous ai parlé tout d'abord de la mise en solution donc de l'engrais. Donc c'est une solution concentrée de solution qu'on va appeler mère, hein, qui va être utilisée et qui va être injectée dans le réseau d'irrigation pour proposer une solution FI qui sera distribuée à la plante.
un point à retenir, important, c'est évidemment la concentration maximale de la solution phi pour éviter des problèmes de précipitation, d'effets négatifs liés à la concentration de l'engrais que l'on va utiliser dans le milieu. Cette concentration maximale phi est de 2 grammes par litre de solution fertilisante. Donc évidemment, découle de ça des calculs de concentration et d'injection dans le réseau. 2 conseils pratiques, évidemment. Le premier, c'est que si on ne connaît pas la qualité de l'eau, c'est de limiter cette concentration maximale à 1,5 pour éviter les erreurs. Il suffit qu'il y ait une présence de sel, par exemple, dans l'eau, et qui entraînerait un dépassement de ces 2 grammes par litre. Le deuxième conseil, évidemment, je ne répéterai jamais assez, c'est de mesurer la qualité de l'eau. Alors, pour cette distribution, il y a 2 grands principes, 2 grands types de distribution de l'engrais dans le réseau. Le premier type va concerner l'utilisation de tanks de fertilisation. Donc c'est un système simple, robuste, mobile, hein, qu'on peut amener sur la parcelle. Donc ça c'est pour les avantages, un peu coûteux. Dans les limites un peu de ces systèmes-là, c'est que évidemment tous les réglages se font de manière manuelle, donc difficilement automatisable, et on peut potentiellement avoir une répartition qui ne soit pas proportionnelle de l'engrais, et donc une diffusion plus importante en début d'apport et qui se réduit à la fin, et qui nécessite un peu des interventions manuelles et des réglages. Donc voilà un premier principe, donc la fertirrigation quantitative, qui est non proportionnelle. Les deuxièmes systèmes qui existent sont des systèmes d'injection qui vont être beaucoup plus maîtrisés et donc amener en solution phi une solution beaucoup plus proportionnelle d'engrais. Donc là, il y a différents systèmes type Venturi par dépression. Donc là, c'est un petit système mécanique qu'on va installer et qui va entraîner une dépression constante et donc une injection possible. Vous avez des systèmes de doseurs hydrauliques, un type équipement type dosatron, mais il y a évidemment d'autres marques qui vont permettre ces injections proportionnelles. Et puis après, vous avez les pompes doseuses qui, elles, demandent de l'énergie, alors que les précédents systèmes sont simplement hydrauliques et mécaniques. Les pompes doseuses qui vont être beaucoup plus précises, mais également beaucoup plus chères pour injecter de l'engrais. Donc voilà un peu pour les principes à maîtriser hein, autour de l'utilisation de la ferti-irrigation. Pour quels résultats? Mais ici, un exemple de résultat sur un essai mené sur Colombard en Gascogne, sur vignoble à taille mécanisée, au cours d'un millésime chaud et sec en 2020. En comparaison, ici, vous avez un apport d'engrais au sol classique, hein, de 40 unités d'azote et 60 unités de potasse, donc apport de printemps au sol, comparé à un système où on a utilisé de la fertirrigation. Vous voyez qu'on a apporté environ 30% d'éléments en moins, et on a fait 3 apports entre nouaison et véraison, hein, donc en fractionnant ces apports au moment où la plante est dans sa phase de croissance la plus importante et où les besoins sont maximales. Résultat, en termes de productivité, on voit qu'on est entre 20 et 30% d'amélioration de la productivité. Vous voyez que ça peut se voir sur le poids moyen de la grappe, ici 166 grammes pour le système en fertirrigation par rapport à un 130 grammes en apport au sol. Donc on a vraiment optimisé l'utilisation des fertilisants avec la fertirrigation. Voilà. Autre point, la maintenance, quelle que soit la qualité de l'eau, il est absolument essentiel hein, d'entretenir le système. Alors à chaque utilisation, quand on pratique la fertirrigation, il faut
maîtriser un processus qui va être un processus de mouillage du réseau, de rinçage dans un premier temps, mais aussi d'humectation du sol. Donc avoir cette phase-là de manière importante pour préparer le sol à recevoir les fertilisants. Après, vous avez la phase de fertilisation par l'irrigation, voilà, classique. Donc ça se maîtriser avec les systèmes d'injection. Et puis, une fois que la fertilisation est terminée, très très important évidemment de continuer à humecter le sol pour diffuser les fertilisants auprès de la plante et également finir par un rinçage à l'eau claire pour évacuer tous les éléments minéraux qui pourraient rester dans les tuyaux et qui pourraient soit précipiter, soit entraîner des développements de biomasse. Donc ça, c'est à chaque utilisation. Et puis après, il y a aussi dans les opérations de maintenance de penser à l'hivernage avec des rinçages, acidification ou chloration pour nettoyer encore une fois des éléments minéraux et des éléments de biomasse qui se seraient développés, et puis la vidange complète des tuyaux, les risques principaux évidemment, le risque de gel quand on est en surface, le développement de micro-organismes et d'algues dans tous les systèmes, et puis l'obstruction par des racines également, qui seraient attirées par les tuyaux qui sont enterrés et qui pourraient colmater les goutteurs. Donc voilà. Au bilan, cet outil-là de fertirrigation, adapté pour apporter des éléments nutritionnels, notamment sur des vignobles productifs, où la nutrition de la plante est très importante pour assurer les bons niveaux de vigueur et de rendement. Voilà. On a avec cet outil-là, cette technique-là, évidemment, une amélioration de l'efficience de la fertilisation. On pilote de manière plus précise, on peut fractionner, on peut choisir les moments où on apporte. Et évidemment, on a ces options aussi de correction de carence ou d'optimisation. Voilà, avec, sans oublier, une réduction potentielle d'intrants parce qu'on les apporte juste au bon moment et pas en amont des besoins de la vigne. Pour terminer, je vous présente une évolution future. Nous sommes en train de développer une formation en ligne sur l'irrigation et sur la fertirrigation de la vigne. Et cette formation sera bientôt disponible en 2026 et accessible à tout le monde très prochainement. Je vous remercie. Place au dernier quiz. Merci Thierry. On va voir si tout le monde a bien écouté et si tu as été clair. Fanny, tu reprends la main sur je reprends la main. Et alors, on peut continuer le petit quiz. On va attendre, je ne sais pas si vous voulez vous reconnecter. Bon, il y en a 8, mais je pense que c'est les principaux. Allez, c'est parti. Quel est l'intérêt de la fertirrigation? Optimiser le pilotage de l'irrigation et de la fertilisation, apporter des fertilisants directement assimilables par la plante, fractionner les apports et les réaliser au moment le plus opportun, ou les trois à la fois. Vous avez été plus rapide que les 30 secondes. Voilà. Donc, c'était les trois à la fois. Question suivante. Quel est l'outil le plus précis pour injecter un fertilisant dans son système d'irrigation? La pompe doseuse, le tank, le système Venturi ou l'ordinateur de bord? C'était la pompe doseuse. Vous avez bien répondu dans l'ensemble.
Question suivante. Quelle est la concentration maximale de la solution fille à ne pas dépasser lors de la fertirrigation? 2 grammes par litre, 0,5 grammes par litre ou 5 grammes par litre? Eh ben, oh, vous avez bien répondu. 2 grammes par litre. Trop facile tes questions, Thierry. Question suivante. Oui, sur la vitesse. Oui. Un conductimètre permet de mesurer une quantité d'acide dans l'eau, une quantité de matière organique dans l'eau, une quantité de minéraux dans l'eau, les trois à la fois. Ah, c'était une quantité de minéraux. Il y a eu 3 bonnes réponses. Le pH mètre qui permet de mesurer l'acidité. Dernière question. Avec quel type de produit est-il conseillé de nettoyer son réseau d'irrigation lorsque la qualité de l'eau est basique? Un produit acide, un produit alcalin, un produit neutre, un produit sucré. C'était un produit acide. Ah, c'est pas sucré alors, faut pas mettre de sirop. Ah non, le produit sucré, je sais pas ce que ça va nettoyer. Il y a quelqu'un qui a faim. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est le coude à coude. Non, Non ça ah coule. non. Ouais, parce que le CFA de Narbonne, c'est le plus rapide à répondre. Il y a plus de points quand vous répondez rapidement. Hein. D'accord, d'accord. Mais c'est tendu quand même. On va passer à la. Et juste, je précise, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat ou le petit symbole question que vous avez en haut. Hein. N'hésitez pas. Alors oui, peut-être qu'on peut laisser là 30 secondes au professeur s'il y a des questions même à diffuser à l'oral. Hein, n'hésitez pas à prendre la parole là, si vous le souhaitez, puisqu'on a fini la partie technique. Et on va juste aborder 3 petites diapos là pour parler de vin de France. Non, il n'y a pas de questions dans le chat, Fanny, particulière. Non, Bon. là, non. Ok. Je vais prendre la main, juste pour vous présenter. Donc, tu peux me donner la main Hop, merci. Pour vous présenter très rapidement, on vient de parler de vignobles dédiés à la mise en place de rendements plutôt élevés. Et on a parlé des vins de France. En fait, c'est un projet que l'IFEV a mené avec l'ANIVIN, qui est dédié à la production de vins de France. Juste pour vous rappeler, vous devez le savoir, mais pour vous rappeler ce qu'est vin de France, cette dénomination, c'est une dénomination qui est un peu particulière au milieu des deux dénominations que. Tu ne partages pas ton écran, Eric. Hein? Je partage pas.
Ah. Alors attends. Pourquoi j'ai pas partagé mon écran? Tac. Fenêtre. Là. Vous voyez là? Oui, 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 on voit. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'est pas en écran total. Il n'est pas en total. Ah, Et là, il il est disparaît. parti. Il est parti là. Il est parti à nouveau? Oui. Ah, ben c'est quand je le mets en écran total alors qu'il part. Il n'en veut plus. Bon, ben je vous le laisse comme ça. Si ça Mais, vous Voilà. va pas. mais si tu veux, je prends la main et je le mets. Non, mais là, vous voyez quand même. Non? Non, là, on voit plus. Ah, d'accord. Mm. Bon, attends, je repartage. C'est bizarre cette informatique. Ouais. En fait, c'est quand je passe en. Là, vous voyez en écran normal, quoi. Oui. Bon, c'est visible. Oui. Bon. Donc, je vous disais que vin de France, c'est quand même une appellation, une dénomination au niveau français un peu particulière qui se situe entre les IGP et l'AOP. Et ce qui fait sa particularité, c'est bien sûr l'absence de cahier des charges au niveau de la production. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans un territoire, sur un terroir précis. On n'est pas limité sur l'encépagement. On n'est pas limité sur les techniques de conduite de la vigne. On est bien sûr limité par les règles de l'OIV, les règles internationales, quand on veut élaborer le vin, mais c'est tout. Et d'autre part, on peut toujours sur Vin de France inscrire sur l'étiquette, ce qui n'était pas le cas avant pour les anciens vins de table, on peut inscrire sur l'étiquette à la fois le cépage et le millésime. Et donc les vins de France ont été créés il y a une dizaine d'années pour attaquer, vous vous en doutez, les marchés surtout à l'export et permettre à la production française de s'imposer sur certains marchés avec la notoriété Origine France et la possibilité de réaliser des assemblages qui répondent à des attentes du consommateur à l'autre bout du monde, principalement. Et quand on parle d'assemblage, donc c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de cahier des charges. Donc l'œnologue, le vinificateur, le viticulteur est un peu libre de créer les vins de France qu'il souhaite. Hein. Et on peut imaginer les vins de France en vin orange, ça peut être des nolos, bien sûr, des vins à faible degré alcoolique, des vins rouges à boire léger, fruités, etc. Parce qu'on peut assembler autant de variétés de cépages que l'on veut et issus de différents terroirs français. Voilà. Donc ça permet une certaine liberté à l'œnologue, à l'élaborateur, pour créer un vin qui va répondre certainement à ses attentes, mais surtout aux attentes du consommateur au marché mondial. Et en termes de marché mondial, donc, les vins de France sont quand même relativement bien présents. On en trouve sur le territoire national. Aujourd'hui, 2023, il s'est fait un peu plus de 300 millions de cols en vin de France. Ce sont des vins, un type de production qui est sur le marché national en augmentation et à l'export. Il se vend en France 34%, mais l'essentiel de la production est donc vendu à l'export. C'est ce que je vous disais, c'est pourquoi ils ont été créés. Hein. Et plus de 65% de la production des vins de France est dédiée à l'export dans la majorité des pays consommateurs. Et cet export représente finalement un peu moins de 15% de l'ensemble des exportations françaises en vin tranquille. Voilà très rapidement ce que c'est que Vin de France pour que vous puissiez le positionner et puissiez ensuite mettre à profit votre métier de viticulteur ou de technicien viticole si vous souhaitez produire ce type de vin. Donc tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le site internet de l'IFEV, vignevin-occitanie.com. Et là, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments dont on vous a parlé et bien d'autres liés à ce type de production. Vous avez toute une série d'articles techniques, de fiches techniques et aussi de vidéos ou de tutos où vous retrouverez nos experts IFV, mais aussi des vignerons qui vous expliquent comment ils ont mis en place ce type
de vignobles avec leurs petits conseils sur chacune des régions, puisqu'on a un réseau national maintenant qui est dédié à la taille mécanisée et qui part du Val-de-Loire et qui va jusque dans le pourtour méditerranéen. Il y a 6 sites de référence où vous avez les viticulteurs qui vous présentent leur type de production. Donc, pour conclure, Fanny, on va peut-être faire un dernier quiz. Alors, il y a des questions. Il y a des questions dans le chat avant qu'on passe à la dernière partie du quiz. Alors, c'est plutôt des questions techniques hein, pour Thierry et pour Christophe. Alors, est-ce que les grappes produites par CEP sont plus nombreuses et plus petites, proportion de diminution, pour un cépage donné? Bon, l'un ou l'autre, là, vous pouvez répondre tous les deux. C'est ce qu'on observe en général, ouais. Des grappes plus nombreuses et plus petites. Sur les Mais systèmes à mais taille c'est pas- mécanique, voilà, on a plus de bourgeons, on a plus de rameaux, on a plus de grappes, elles sont plus petites. Ensuite, Ce sont est-ce des que la phénomènes de machine à compensation. vendanger... Ah, pardon, sorry. C'est bon. Je passe à la question suivante. Est-ce que la machine à vendanger utilisée doit être spécifique pour ce type de conduite? Faut-il des réglages spécifiques? Ah oui, il n'y a pas de machine spécifique, mais par contre, c'est une bonne remarque, il y a des réglages spécifiques parce que on va adapter la machine à la zone à secouer, en fait, qui est un petit peu différente. C'est un petit peu plus haut euh, et c'est un peu moins étendu aussi, puisque la foliaire est différente. Et puis, on va faire attention au pincement aussi, qui va être un petit peu différent, puisque comme on est en port libre et ouvert, on ne va pas tenir la végétation de la même manière pour appliquer le secouage et l'énergie nécessaire au décrochement des grappes, enfin des baies, pardon. Donc oui, des réglages spécifiques, mais pas de machine spécifique. Après, il y a une question sur les cépages inadaptés pour ce type de conduite. On avait dit les cépages à port retombant, mais après... Oui. Les cépages qui sont faiblement fertiles sur les yeux de la base, ce ne sont pas recommandés parce que vous êtes sur une taille courte, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Ah, c'est le plus important. Et ensuite, dernière question pour Christophe plutôt. Quel est le coût moyen d'installation à l'hectare? Plan, palissage, fertirigation. Alors on a des données là-dessus sur les sites pilotes dont parlait Eric. Je n'ai plus le chiffre exact en tête dans votre présentation. Oui. C'est un peu Après, supérieur au coût d'implantation d'un vignoble classique à cause du nombre de piquets intermédiaires, à cause de leur nature aussi qui est, enfin, c'est de l'acier plus épais en général. Et donc oui, le coût d'installation est un peu supérieur. Au-delà de 4 000 € par hectare, hors plan de vigne. Sinon, on est tout compris, je crois, entre l'arrachage, la plantation, le matériel végétal. Eric, tu me dis si je me trompe, mais j'avais en thèse entre 20 et 22 000 € par hectare. oui, alors je suis allée sur le Tout calculateur. compris, Donc, on a hein. notre En site internet, investissement, ouais, le Ouais. calculateur. autour de 20 000 €. Voilà. Donc en installation. Et après, en coût annuel, on est à peu près à 3 400 € l'hectare d'entretien annuel. Si on prend en considération l'amortissement, bien sûr, de l'investissement, plus les charges de structure. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Très bien, c'était d'excellentes questions. Tu fais un dernier petit quiz, Fanny, avant de... Oui, oui. Alors attention, il n'y a que 2 questions. Alors là, Ça il va faut jouer sur la départager tout le monde. rapidité pour décrocher le podium, hein. Voilà, 6 joueurs. Attends, peut-être un peu.
Allez, c'est parti. Si elle veut bien s'afficher. Peut-on faire un vin de France en mélangeant des vins d'origine géographique différente? Oui ou non? Bravo, vous avez voté en 13 secondes. C'était oui. Et dernière question, ça c'est la question de la gagne. Quelle est la part des exportations de vin de France? 14%, 34%, 66%. Ah, là c'est le moment où il bug. Bon, c'était 66%. Et donc là, on a le tableau final. Ah bah, c'est toujours Narbonne. Bravo Narbonne. Félicitations au CFA de Narbonne, mais on a un joli podium quand même avec le lycée Ouais. de Brias, c'est ça? Oui, Et c'est ça. ensuite, Grasse. Et ben, je pense que Vin de France va aussi féliciter les trois premiers, hein. Et donc, on vous enverra via votre professeur ben, des cartons de Vin de France que j'espère vous apprécierez. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette session. Nous, on s'est régalé à la préparer, je peux vous le dire. Ça nous fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous et échanger, vous donner les résultats de nos expérimentations et de notre savoir. On pourra renouveler l'expérience sur d'autres sujets si vos professeurs sont d'accord. Et surtout, aux professeurs, ben, merci hein, d'avoir participé à cette session, à ce webinaire. On vous souhaite une bonne journée. On reviendra vers vous pour avoir un retour à chaque professeur, pour avoir un retour sur comment vous avez ressenti ce webinaire. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.